RCF. Bonjour à toutes et à tous, c'est dans un contexte très particulier que nous réalisons cette émission puisque depuis une semaine, nous vivons confinés les uns et les autres. Une période où chacun doit s'adapter à ce que la réalité nous impose. Dans sa dernière allocution, le président de la République nous a enjoint à rester chez nous, confinés, limitant le plus possible nos déplacements et nos contacts physiques afin de faire barrière à la propagation du virus. Et comme le disait Alexandre Pell, ex-Sylvain dans Caméra Café, après le paiement sans contact, on expérimente l'humanité sans contact. En effet, depuis 8 jours, chacun expérimente cette relation à distance, jeux de société en visio, apéro Skype, groupe WhatsApp et j'en passe. Bref, tout est mis en place pour que le lien social perdure. Il en est de même dans les entreprises qui, pour certaines, sont obligées de se réinventer pour assurer la continuité de leur activité, comme le télétravail. D'autres encore transforment leur activité pour participer à l'effort de guerre, puisque le président nous a dit que nous étions dans une guerre. Et je pense tout particulièrement aux entreprises du textile telles que 1083, le Minor, le Mailleux, et j'en oublie sûrement qui ont reconverti leurs ateliers de fabrication de vêtements en ateliers de fabrication de masques afin de répondre à la pénurie qui existe en France. Mais au-delà de cette démarche, ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, en temps de guerre, c'est l'État qui réquisitionne les entreprises pour les faire participer à l'effort de guerre. Et là, pour la première fois, peut-être, dans l'humanité, c'est le monde économique qui se met naturellement au service de cet effort sans que l'État n'ait eu besoin de le réquisitionner, imposer quoi que ce soit. Et ce que je décris ici se vérifie aussi dans d'autres secteurs comme la recherche de traitement, où l'on voit se mener une bataille entre médecins, chercheurs et soignants contre la lourde administration de l'Agence du médicament. Grands groupes, petites PME, économie sociale et solidaire, tous engagés à venir soutenir cet effort éco-épidémique. Et si c'était ça, le vrai French Impact ? Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver malgré le confinement que nous subissons tous. Cette émission qui sera diffusée en podcast essentiellement, à défaut d'une diffusion hertzienne. Vous le retrouverez bien évidemment sur rcf.fr et toutes les plateformes de podcast qui vont bien. C'est peut-être aussi une bonne occasion pour faire connaître plus largement cette émission à tous vos contacts, à tous ceux que vous aimez et surtout de prendre le temps d'écouter les anciens épisodes. Une émission qui cette semaine sera consacrée à une question qui n'est pas encore centrale mais dont on parle quand même déjà un petit peu. Il s'agit du jour d'après. 3 invités pour nous aider à en parler. Isabelle Saladin, présidente des Rebondisseurs Français, une association qui met en réseau et accompagne les entreprises qui doivent se remettre pour différentes raisons en question. Fabienne Boineau, coach, qui accompagne entre autres des dirigeants en situation d'échec. Et même si dans ce cas-là, il ne s'agit pas à proprement parler d'échec, nous verrons peut-être quels sont les ressorts, les traumatismes auxquels les entreprises vont devoir faire face. Et puis Bastien Cousseau, dirigeant de CK Traiteur, impacté au début de cette crise. Il nous expliquera comment depuis une semaine tout est dirigé vers l'après. Bonjour à eux, ils vont nous rejoindre par les moyens techniques que nous essayons de mettre en place et qui nous espérons fonctionneront. Si vous êtes secouriste ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est ou qui est membre d'un corps soignant, eh bien nos 7 minutes pour changer le monde partiront à la découverte du docteur Dlamo, fondateur de l'appli Sauve Live. Nous verrons comment tout un chacun pourrait prendre sa place dans le dispositif sanitaire qui se préfigure, sans oublier bien évidemment nos experts, Maxime et Flavie. Mais tout de suite, nous commençons avec notre invité éco. Il s'agit de Sébastien Darigan, délégué général de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et avec lui, on fait un focus de ce qui se passe dans le secteur et comment ils agissent. L'invité éco, Patrick Longchamp. Eh bien, nous sommes avec Sébastien Darigan par téléphone car nous sommes tous confinés en ce moment. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. On peut supposer que c'est ce secteur-là qui est aujourd'hui le plus impacté par cette double problématique qui est à la fois une continuité de l'activité parce que les plus fragiles ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés et en même temps cette deuxième problématique qui est la non-propagation du virus.
Oui, c'est l'articulation entre continuité du service et nécessité de mettre en place des gestes barrières. Donc on a des vraies problématiques actuellement d'employeurs dans ce secteur qui sont liées d'abord à la production de masques qui est nettement insuffisante dans de nombreux départements aujourd'hui qui ne sont pas prioritaires encore au regard de la propagation de la pandémie. Globalement, on arrive à maintenir une part de cette présence auprès des plus fragiles. Aujourd'hui, si vous voulez, dans nos activités, il y a des activités dites essentielles qui sont le fait de s'occuper de la personne dans les gestes de la vie quotidienne. Et ça, il n'y a pas beaucoup de baisse sur cette activité-là. Mmh. La position des acteurs du secteur, c'est de dire qu'il faut une nécessaire continuité de service et qu'il faut impérativement que dans tous ces lieux-là, les activités continuent à être produites au bénéfice des personnes en confinement et qui sont les plus fragiles de nos concitoyens. Alors l'UDES est un secteur économique à part entière, enfin l'UDES, l'économie sociale et solidaire est un secteur économique à part entière. Bien évidemment, cette crise que j'appelle éco-épidémique ou écopidémique va forcément impacter le secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, les associations, puisque beaucoup sont des associations, bénéficient du même panel d'aide qui a été ouvert au monde économique, des TPE, PME? On les considère à titre équivalent? Alors oui, sur le principe, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui toutes les actions qui figurent aujourd'hui dans les actions que le gouvernement a portées sur la dimension économique, qui sont les plans d'aide, le fonds de garantie de l'État pour les banques, les actions de trésorerie, toutes les actions économiques en direction des entreprises sont applicables aux associations dès lors qu'elles sont employeuses et qu'elles ont au moins un salarié ou qu'elles produisent une activité économique. On a quelques réglages à faire à deux niveaux, qu'elles soient éligibles totalement, et notamment pour les structures qui n'ont pas une obligation de fermeture, mais qui malgré tout, n'ayant pas une obligation de fermeture, ont une cessation d'activité au regard de la crise, doivent accéder au chômage partiel partout. Mmh. Je pense notamment à toutes les structures de l'animation, du tourisme social et familial et notamment des organismes de formation, où là on a un sujet qui a besoin d'être clarifié sur l'accès au chômage partiel, que la ministre du Travail doit clarifier rapidement. Et par ailleurs, c'est sur l'accès des fonds de la Banque publique d'investissement pour l'accompagnement à la trésorerie, où là ensuite on a aussi des calages parce que les entreprises associatives sont pas forcément aujourd'hui dans le scope des dispositifs mis en place par le ministère de l'économie et qui concernent plutôt les PME TPE. Donc on a encore des réglages à faire et qu'on est en train de faire avec le gouvernement de façon à ce que l'ensemble des entreprises associatives, mutualistes et coopératives puissent largement accéder aux dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement. Il va y avoir des solidarités qui vont se créer, vous pensez, entre les différents secteurs? Mais par rapport à votre question, oui, on a aujourd'hui quelque chose qui est spécifique au secteur que nous représentons, c'est la question du bénévolat. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont envie de se rendre utiles. Donc on est en train de regarder avec le gouvernement comment on peut faire en sorte on puisse aller chercher ces personnes-là tout en respectant bien évidemment les consignes de sécurité et sanitaires indispensables et permettant de permettre un accompagnement de ces personnes de façon plus importante à travers le réseau des bénévoles et délégués qui sont aujourd'hui très forts dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Sébastien Darigan, une autre question. Comment aujourd'hui l'économie sociale et solidaire se prépare à l'après? Ce sera la thématique du dossier justement de l'écho des solutions le jour d'après. Comment se prépare l'UDES à cette sortie de crise qui va arriver peut-être dans 15 jours, à mon avis plutôt dans un mois, peut-être un mois et demi? Il va falloir sans doute 2 ou 3 mois pour se remonter de cette situation compliquée pour nos entreprises. Nous avons accueilli avec plutôt bienveillance les premières propositions du gouvernement, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que nous avons des entreprises, je vous le disais, qui sont en quasi-cessation d'activité. Et donc, nous proposons, par exemple, au-delà du report des charges sociales et fiscales, la suppression totale des charges sociales et fiscales dans la période. Nous proposons également la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les entreprises qui sont contraintes de restreindre ou suspendre leurs activités, et quelle que soit leur taille, et pas uniquement les très petites entreprises. On a des problématiques aussi sur des moyennes entreprises qui sont très préoccupantes. Et puis, 2 points importants aussi, parce que ça, on en a parlé au début de la crise, on en parle un peu moins maintenant, c'est le fait que sur les préjudices liés à la suppression d'activités ou d'événements, on puisse permettre la qualification en cas de force majeure ou de catastrophe naturelle pour les assureurs,
permettant de dédommager en quelque sorte les entreprises du secteur qui sont obligées de supprimer des activités qu'elles avaient prévues de longue date. Et puis, nous sommes en train de travailler, enfin, avec le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire, à la préparation d'un plan de relance, qui sont une sorte de plan Marshall de l'économie sociale et solidaire, sous la forme d'aide aux entreprises, qu'il faudra, sur une période longue, sans doute, pour éviter les risques de défaillance, et puis qui devront être versés en fonction de critères d'activité comparables à ce que la période aurait dû engendrer comme activité et qui n'ont pas pu se produire au regard de la cessation des activités et du confinement qui est mis en place depuis quelques jours. Voilà. Vous êtes en relation régulière avec le gouvernement, Cédric Darrigan. Comment ça se passe, ces relations? Vous parlez de différentes mesures que vous souhaiteriez, de choses. Vous sentez qu'il y a une vraie écoute active ou au-delà des effets d'annonce qui ont été annoncés, qui ont été faits tout au début de cette crise, ça rétropédale un petit peu ou ça reste plutôt modéré? Le gouvernement est mobilisé totalement sur cette crise. On est nous-mêmes sollicités de façon quotidienne et en lien avec les cabinets ministériels pour articuler les difficultés, les impacts et les demandes de nos employeurs. Donc il y a ce travail qui est fait de façon quotidienne. Il y a des besoins de calage d'un certain nombre de mesures qui ont été annoncées mais qui ont besoin d'être calées de façon technique et donc en ayant la possibilité de définir véritablement des niveaux d'approche des sujets. J'ai évoqué l'activité partielle, je pourrais évoquer aussi donc la question des aides en matière de trésorerie des entreprises. Donc on voit qu'il y a besoin de calage. Je pense que c'est assez normal, on est dans une période un peu compliquée pour tout le monde. Chacun travaille à distance. On a des annonces qui sont faites en totale urgence, en 48 heures. Le gouvernement a pris des initiatives sur des plans d'urgence. C'est une première dans ce pays. Donc on a besoin simplement que les services techniques des cabinets ministériels et les services techniques de l'emploi et de la formation professionnelle notamment puissent nous donner des réponses très concrètes à ces mesures d'urgence de façon à clarifier des propositions vis-à-vis de nos employeurs. Vous êtes plutôt optimiste finalement ? Optimiste, il faut l'être. Je pense qu'on ne sortira pas indemne de cette crise, qu'il faudra sans doute réinterroger nos pratiques, sans doute notamment vis-à-vis de tout le système de protection sociale en France et de tout le système de santé. Donc ça, il faudra en tirer aussi des leçons, mais nous les tirerons une fois la crise terminée. Et dans l'intervalle, nous sommes totalement concentrés sur l'accompagnement et le soutien à nos employeurs. Sébastien Darrigan, merci beaucoup d'avoir été notre invité éco de cette semaine. On se retrouve tout de suite après avec nos experts. Merci beaucoup, au revoir. L'écho des solutions, les experts. Voilà, du haut de notre confinement, nous retrouvons Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors dans votre chronique management aujourd'hui, et compte tenu de cette situation très spéciale et très particulière, vous avez décidé de donner une autre coloration à votre chronique. Oui Patrick, en ces temps de confinement, je sais que chacun de nos éditeurs a lu, vu, reçu ou écouté à la fois nombre de conseils sur les bonnes pratiques à mettre en place quand on travaille à distance et nombre de billets à visée humoristique. Alors, plutôt que d'ajouter une nouvelle page à cette anthologie de la distanciation sociale, je voudrais consacrer les quelques minutes qui me sont attribuées dans votre émission à parler du sujet sur lequel je suis censé avoir une expertise, le management, mais d'une autre manière. Alors, comment, Maxime, allez-vous vous y prendre ? Eh bien, je voudrais que ma chronique soit plus douce, plus légère, plus aérée, comme une toute petite parenthèse enchantée qui emprunte au génie d'aujourd'hui ou d'avant les mots qui amusent, consolent ou stimulent. Quelques minutes de bonheur que nous procurent les grands écrivains, mais attention, tout en restant dans le thème, celui de la vie au bureau. Alors, vous avez donc choisi d'inaugurer cette série, que l'on espère courte, bien sûr, par un extrait de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Oui, quelques extraits du tout début de ce chef-d'œuvre qui décrivent comment Adrien Dôme, fonctionnaire à la Société des Nations à Genève, affronte son après-midi de travail. Eh bien, Maxime, nous vous écoutons. Arrivé devant le palais des nations, il le savoura. Levant la tête et aspirant fort par les narines, il en aima la puissance et les traitements. Un officiel, il était un officiel, nom d'un chien, et il travaillait dans un palais immense, tout neuf, archi-moderne, mon cher, tout le confort. Et pas d'impôt à payer, murmura-t-il en se dirigeant vers la porte d'entrée. Aussitôt entré, son premier regard fut, comme toujours, pour la caissette des entrées. Nom de Dieu, 4 nouveaux dossiers, 16 en tout avec les 12 d'hier, et tous pour action. Pas un seul pour information. Charmante réception pour quelqu'un qui revenait de congé maladie. Oui, d'accord, certificat de complaisance, mais enfin, VV n'en savait rien. Croyait qu'il avait été vraiment malade. Quel manque d'humanité. Cochon, cria-t-il à son chef.
La lecture du 4e dossier terminée, il s'offrit le plaisir de mettre en marge de la minute, devant une faute grammaticale d'un membre A, un point d'exclamation anonyme et vengeur. Il referma le dossier, soupira. Fini le plaisir. Au travail, annonça-t-il, son vestron du dehors dûment remplacé par un vieux aux manches lustrées. Avec les dents de devant, pour s'amuser, il croqua un morceau de sucre, puis saisit ses lunettes par la barre de liaison, les ôta d'un geste brusque pour ne pas en déformer les branches, en essuya les verres avec la peau de chamois qu'il gardait dans une tabatière d'écaille, les chaussa, s'empara d'un dossier sans en regarder le titre, l'ouvrit. Pas de veine, c'était le Syrie, un dossier antipathique. Barrage mental pour le moment, à reprendre tout à l'heure. Il le referma, se leva et alla faire un brin de causette chez Kanakis, avec qui il échangea de prudentes médisances sur Paye, le Chinois récemment promu. Il referma le tiroir dans son étui de crocodile. Baya, mardi aujourd'hui, jour lugubre, jour sans espoir. Encore 3 jours et demi à tirer. Quelle heure ? Bientôt 4h20. Plus qu'1h40 jusqu'à 6h. En 1h30 plus ou moins, et il n'aurait pas le temps de lire 200 pages simples interlignes. Ce qu'il aimait, lui, c'était d'avoir une belle tranche de temps devant lui, 4 heures au moins pour pouvoir en mettre vraiment un coup et savoir qu'il pourrait terminer ce qu'il avait commencé. Bref, faire du boulot sérieux. D'ailleurs, quoi ? Extrême urgence, même souligné, ça ne voulait pas dire le jour même. Premier juré, demain matin, sans faute. À partir de 9h t'apprends, tu verras ça, mon vieux. Ah là là, quand le nommé 2 s'y met, ça barde et ça fait trembler les vitres. Bon, assez perdu de temps, au boulot maintenant. Mais d'abord, un petit tour, juste 2 minutes pour se dégourdir les jambes et s'aérer les méninges avant de s'y remettre. Merci Maxime pour cette chronique et bientôt pour une nouvelle chronique sur la vie de bureau, croquée par les grands écrivains. On vous souhaite un bon confinement et puis on se retrouve très rapidement. Merci beaucoup Maxime, à bientôt, au revoir. L'écho des solutions, les experts. Voilà, c'est le temps du confinement et on retrouve Flavie Depré qui est elle aussi confinée chez elle. Mais Care News ne s'arrête pas avec le temps du confinement. Au contraire, c'est plutôt un pic d'activité à défaut d'être un pic d'activité épidémique. Pour vous, on va voir avec vous, Flavie, tout ce que les grands groupes mettent en place, ou pas d'ailleurs, mais ce que mettent en place les grands groupes pour se rendre présents à l'effort économique, à l'effort de guerre, comme le dirait peut-être le président de la République. Oui, alors bonjour à tous. Il y a beaucoup de choses, hein, donc c'est difficile de faire le tri. On va commencer par les grands groupes. Ouais, une des premières annonces notables, ça a été Generali, qui fait en Italie, en France et peut-être même à l'échelle mondiale un don de 100 millions. Ensuite, moi j'ai noté BNP qui tous les jours fait des annonces différentes, dons de masques, dons d'ordi pour les gamins qui n'en ont pas pour qu'ils puissent faire leurs devoirs, dons financiers. Carrefour a lancé un gros plan de 3 millions avec dons financiers et aide aussi alimentaire. Sanofi était déjà en partenariat avec la PHP mais abonde. LVMH, alors ça c'est pas passé inaperçu, fabrique du gel en grande quantité et produit également des masques. Voilà, L'Oréal a annoncé un très gros plan, vraiment beaucoup de très grandes entreprises s'engagent et à hauteur de montants quand même très conséquents. Ce qui est intéressant de voir, ce que je disais en introduction, Flavie, c'est que pour la première fois, dans un effort de guerre, on l'a vu, cet élan de générosité au moment de l'incendie de Notre-Dame, on le revoit au moment de cette crise épidémique. Il n'y a pas de demande particulière de l'État à soutenir l'économie de guerre éco-épidémique, comme j'aime à l'appeler, mais il y a vraiment une sorte de générosité spontanée, et ça ne touche pas que les grands groupes, ça touche aussi les petites structures, les PME, les TPE, PME et le monde associatif et l'économie sociale et solidaire. Hein. Oui, tout à fait, tout le monde y a mis du sien, mais parce que tout le monde se sent finalement inutile, voilà, et puis même il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Alors nous, c'est notre métier, donc d'être inutile ou de trouver quelque chose à faire. Pardon. Les deux, parce qu'en fait, c'est très superficiel de décrire quand des gens ont les mains dans le cambouis et sont au front, mais après sans information, voilà, il y a la société et la démocratie, pas grand-chose. Bref, donc sur les petites boîtes, il y a eu plein de choses assez chouettes, pas mal de dons de nourriture par des traiteurs. Il y a par exemple à Ariane des marmites volantes, ils ont mis en place une cagnotte pour pouvoir nourrir sainement. En fait, au lieu de donner, d'ouvrir les restos et les cantines, c'est pour aller nourrir le personnel soignant. Ulule, Microdon et Care News et Kiss Bank, on a fait
un petit partenariat, enfin un gros, pour pouvoir livrer des paniers solidaires à des personnes qui peuvent pas sortir, ou aux soignants. Pareil, Lunettes pour tous propose au personnel soignant de s'occuper de leurs lunettes gratuitement. J'ai vu Frischti livrer gratuitement de la nourriture aux hôpitaux. Enfin, vous voyez, tout le monde soit met en arrêt son activité ou offre des choses, soit fait des dons. Et ça, c'est quand même agréable de voir qu'à tout le monde fait des efforts et participe. Alors, de chez nous, Flavie, est-ce que vous avez repéré des bonnes choses à faire qui nous permettent de rester chez soi et d'être solidaires ? Plein. Déjà, il y a le site de la réserve civique qui a été inauguré hier. Donc, pour les gens qui veulent faire du bénévolat dans des conditions bien encadrées, de sécurité, etc. Il y a en première ligne, c'est hyper sympa parce qu'en fait, ça permet d'aider soit principalement garde d'enfants aux courses des soignants. Donc, des soignants aux horaires décalés, par exemple. Vous vous proposez, s'ils sont pas loin de chez vous, d'aller faire des courses et de les déposer. Ou de garder les enfants. Ensuite, moi, j'ai trouvé que ça hyper chouette. Ça ne sauve pas les gens, mais ça sauve un peu les âmes. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur faire des dessins et des lettres pour les EHPAD. Parce que les gens n'ont plus droit aux visites et du coup, ça fait un peu des petits rayons de soleil. Et j'ai vu que à Lille, ils faisaient appel, à Paris aussi, enfin dans plein d'autres régions. Et je pense que n'importe quel EHPAD accepterait ça avec plaisir. Et aussi, ça c'est un tout autre volet mais culturel que je trouve important. Ça fait partie des dons qui entre guillemets ne coûtent rien. Si vous aviez pris des places pour des spectacles ou du théâtre, n'hésitez pas, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à ne pas demander le remboursement et à en faire don en fait, parce qu'il y a beaucoup de structures qui vont avoir du mal à se relever de ces mois de fermeture. Merci beaucoup Flavie, et on se retrouve nous la semaine prochaine, non pas avec un écho des solutions, mais avec notre Presse Club habituel, puisqu'on sera le dernier lundi du mois. Un Presse Club que vous retrouverez très certainement sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. D'ici là, nous retrouvons nos invités de cette semaine. On va parler du jour d'après, une question cruciale au cœur de la stratégie de toutes les entreprises, après cette micro-pause. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, on retrouve nos intervenants qui sont tous eux aussi confinés. Ils sont au téléphone. Nous utilisons les moyens dont nous disposons et nous nous excusons déjà par avance si la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais pour parler du jour d'après, quoi de mieux que de passer outre ces petits problèmes d'audition. Alors on va faire au mieux et chacun va s'organiser, va se discipliner pour qu'on puisse tous bien s'entendre. Avec moi au téléphone, Isabelle Saladin, présidente du Rebondisseur français. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Fabienne Boineau, coach, intervenant auprès de dirigeants en phase d'échec, mais pas que, je suppose. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour, non pas que. Et Bastien Cousseau, dirigeant de CK Traiteurs. Comme vous le savez, les traiteurs ont été, avec les restaurateurs et le monde de l'événementiel, en première ligne de cette crise écopidémique, comme j'aime l'appeler. Bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup donc d'être avec nous. Et tous les trois, on va essayer donc via ces outils d'expliquer, de se mettre en situation du jour d'après. C'est bien de vivre le temps présent, c'est bien de protéger son entreprise, mais c'est bien aussi de se mettre déjà dans une dynamique pour penser l'après, avec cette seule inconnue, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que commencera l'après. On va commencer par évoquer cette situation du jour d'après, avec vous peut-être Isabelle, puisque au Rebondisseur français, vous, si j'ai bien compris, vous mettez en dynamique les entreprises, j'ai envie de dire, avant qu'elles ne fassent le grand saut vers l'inconnu. C'est souvent d'ailleurs vers le dépôt de bilan. C'est bien ça l'objectif du Rebondisseur français à la base ? Oui et non, en fait. Les Rebondisseurs français qui ont été créés il y a un peu moins de 2 ans maintenant, par des chefs d'entreprise, dont moi-même, je fais partie. En fait, notre première vocation a été de se dire, c'est incroyable la vision de l'échec et du rebond chez nous, étant très chauvin, car pour nous, il n'y a pas d'entrepreneur qui ne rebondisse pas. Ça n'existe pas. C'est dans l'ADN même de l'entrepreneur de rebondir, de pivoter tout le temps. Et on a voulu mettre en avant, et en tout cas pousser le rebond comme une valeur économique clé. Donc, il y a 18 mois de ça. Effectivement, ça prend d'autant plus son sens aujourd'hui, de pousser les entrepreneurs, de les mettre en avant, de trouver différents outils avec des partenaires utiles pour anticiper
limiter les rebonds et faire que le rebond soit un succès. C'est-à-dire qu'en fait, c'est contrairement à, et on va peut-être voir ça avec vous tout de suite, Fabienne, contrairement à 60 000 rebonds, hein, dont vous faites partie, Fabienne Boineau, la seule différence, c'est que vous évitez finalement, Isabelle, que le dirigeant ne soit en situation d'échec, c'est-à-dire en situation d'avoir besoin d'être reconstruit. C'est ça, Isabelle ? Oui, enfin, c'est pas contrairement, parce que pour information, on est quand même partenaire avec 60 000 rebonds, beaucoup d'actions en commun à travers la France. C'est-à-dire que 60 000 rebonds ont quand même beaucoup de boulot. Et c'est vrai qu'on les aide en anticipant beaucoup, avant que ça arrive, ces choses-là, et surtout aussi en dédramatisant le rebond. C'est-à-dire qu'encore une fois, le rebond, chaque chef d'entreprise le sait, ça fait partie intégrante de la vie d'une entreprise. Oui, j'ai envie d'ajouter, c'est que ce qu'on a en commun avec les rebondisseurs français, c'est cette envie forte de changer le regard de l'échec en France, comme l'a signalé Isabelle tout à l'heure. Et ça, c'est aussi un des objets de l'association de rebond. Et le deuxième étant d'accompagner effectivement des dirigeants qui ont déposé le bilan à rebondir sur un nouveau projet entrepreneurial. Et à changer aussi les acteurs, le regard des acteurs économiques en France, notamment les banques, sur la notion d'échec. Oui, voilà. Et puis souvent, ces dirigeants qui sont plein d'expérience, enfin. Voilà. Bastien, comment vous réagissez, vous ? Vous avez connu une période un petit peu compliquée il y a quelques temps, puisque avant cette crise écopidémique, vous avez subi un incendie. Ça a été pour vous la nécessité de réfléchir le rebond, mais aussi peut-être le pivot de votre entreprise ? Oui, tout à fait. On a brûlé, nous, en 2012. Et en fait, ce qui était une menace au moment de l'incendie est devenu une opportunité dans un deuxième temps, en fait. Puisque justement dans cette phase de rebond ou de réflexion, on a pu justement se projeter sur quelque chose de différent pour l'avenir et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de pouvoir justement profiter de cette menace pour la transformer en opportunité et dans cette difficulté-là, de sortir un petit peu de notre zone de confort et de sécurité et d'apprendre aussi à reconstruire en toute agilité en rapport au contexte. À être plutôt dans la solution que dans le constat et dans la créativité du nouveau modèle de demain et de comment on pouvait justement se reconstruire et mieux se reconstruire. On va parler d'ici quelques instants justement de ce que l'on vit aussi aujourd'hui, mais en temps normal, Isabelle ou Fabienne, peut-être Isabelle un peu plus, à quel moment un entrepreneur quels sont les signes pour se poser la question, soit du pivot, soit du rebond et d'anticiper ce rebond ? Il y en a plusieurs et je vais peut-être prendre mon cas. Alors, je vais prendre mon autre casquette. C'est évidemment ce qu'on donne aux rebondisseurs, c'est ce qu'on vit tous les jours en parallèle. Bien sûr, oui. Il y en a plusieurs. La première, évidemment, et c'est aussi à l'ordre du jour parce que c'est la problématique numéro 1, c'est la trésorerie. C'est-à-dire quand on commence à voir la trésorerie avec une visibilité très, très, très court terme, là, c'est qu'il y a un vrai sujet d'anticipation et d'action à mettre en place. C'est la première chose. Ça dépend évidemment de la maturité de l'entreprise. Si on parle d'une entreprise jeune ou une PME, déjà un peu plus grosse, mais la trésorerie est le premier critère de suivi d'un entrepreneur et sur lequel il doit mettre des gros warnings, très très rouges, très rapidement. Évidemment, il y a aussi le suivi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'outils de pilotage d'une entreprise, de la ventilation du carnet de commandes d'une année sur l'autre. Alors évidemment, on va éviter de parler des crises exceptionnelles comme celle-ci. On va en parler juste après, parce qu'il y a vraiment des actions concrètes que nous-mêmes sommes en train de mettre en place dans nos entreprises et qu'on suggère aussi aux rebondisseurs français. C'est vraiment les deux critères primordiaux, avec le cash, donc la trésorerie, qui est le critère numéro 1. Fabienne, comment vous réagissez à ça ? Comment on accompagne en temps normal un chef d'entreprise ? Comment on arrive à le déculpabiliser et puis surtout lui faire prendre conscience que peut-être il va falloir qu'il change d'optique, qu'il change de regard par rapport à ce qu'il faisait auparavant ? Oui, alors sur un point de vue, on va dire, plus dans la constitution psychologique ou humaine, qui est un peu plus mon métier, je dirais qu'un des warnings aussi, c'est auprès d'un dirigeant, c'est quand il commence à y avoir beaucoup de confusion, qu'il n'est plus en capacité de prendre clairement des décisions, que les émotions viennent brouiller, on va dire,
l'ensemble des échanges qu'il peut aussi y avoir en interne avec lui-même, avec ses fournisseurs. Et là, ça va être un autre warning qui va nous dire que effectivement là, il faut souvent un regard tiers. Alors, qui peut être un expert comptable, des personnes dans les réseaux. C'est pour ça que la notion de ne pas rester seul est toujours importante pour qu'il puisse y avoir ce regard extérieur qui, à un moment, va peut-être permettre aux dirigeants de se rendre compte de la situation dans laquelle il est. Parce que Isabelle le disait très bien, un dirigeant, ça a envie d'avancer et on constate souvent à 70 rebonds qu'au lieu de vouloir avancer, ils vont continuer à creuser leur tombe. Donc il faut éviter de rentrer dans l'action pour l'action de manière un peu désespérée, vous voyez. Donc finalement, la principale action à mener, et je vous laisse la parole Isabelle, la principale action à mener, c'est celle de permettre aux dirigeants de lutter contre lui-même, en fait, c'est ça, c'est de lui faire prendre conscience, parce qu'en général, on a plutôt tendance à être un peu jusqu'au boutiste. Isabelle? On est jusqu'au boutiste et surtout créer une entreprise, c'est un peu créer un bébé, son bébé, c'est naturel. Et c'est-à-dire qu'il se passe deux choses. La première, c'est qu'on a forcément la tête dans le guidon. Et là, je me fais un peu d'autoflagellation aussi. Donc, du coup, c'est très difficile d'en sortir parce qu'on a ça tout le temps, tous les jours. Et plus il y a des soucis entre nous, moins on lâche en fait notre tête dans le guidon, plus on l'enfonce dans le guidon. Et ça, c'est une réalité. Et la deuxième, comme tout bébé qu'on construit, donc le parallèle peut paraître assez énorme, mais c'est un peu ça, on n'a pas envie de le laisser tomber. Donc, on fera tout ce qu'on peut pour ne pas le laisser tomber, là où parfois c'est une erreur. C'est pas un bébé, c'est une entreprise. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, est-ce que il va y avoir plusieurs manières d'envisager le jour d'après? Soit on remet son entreprise dans une dynamique d'aller conquérir de nouveaux marchés, de prendre de nouvelles opportunités. C'est peut-être aussi une réflexion à se poser sur la pérennité de l'entreprise et peut-être de commencer à réfléchir peut-être à se dire on va mettre la clé sous la porte pour penser à autre chose. Il y a plusieurs manières de penser le jour d'après, Isabelle. Alors, c'est très difficile parce qu'on va être très honnête, le sujet du moment, c'est limiter la casse. La trésorerie, tout le monde pense à ça aujourd'hui, que ce soit petit entrepreneur, gros entrepreneur, moyen entrepreneur, artisan ou dans la restauration, comme on va pouvoir entendre. Le sujet, c'est le jour le jour. Mais effectivement, ce qui est très difficile, et on l'a déjà vu avec d'autres crises, comme la crise 2008, la bulle Internet, ceux qui ont réussi à s'en sortir, c'est ceux qui ont réussi en parallèle, je dis bien, à mettre en place des actions concrètes pour anticiper le rebond. C'est-à-dire à prendre ça comme une opportunité. Et je sais que le mot est horrible à dire là, parce qu'on a tous la tête dans le guidon et on pense à trésorerie. Mais ça ne peut être que des opportunités, soit des opportunités à faire un pivot, à changer de modèle économique, à structurer son entreprise ou à la restructurer, ou peut-être à se rendre compte qu'on était dans un ancien monde et un ancien marché. Et donc là, il y a deux façons de faire les choses. Il y a stop et on recommence. Mais là, le retour va être très compliqué parce qu'on ne sait pas dans quel état va être l'économie, on ne va pas se mentir. Ou se dire, je réduis la voilure pour repartir sur autre chose. Mais le plus difficile, mais ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment compliqué, et le faire seul, c'est encore plus dur, c'est de gérer la limite de casse maintenant, mais en même temps de prendre l'opportunité du nouveau virage qui nous attend dans quelques mois. Alors justement, Bastien, c'est exactement ce que vous vivez quand on a échangé un petit peu en amont de cette émission. Et si je vous fais intervenir, c'est aussi pour ça. C'est parce que du fait peut-être de l'échec précédent, vous avez commencé, vous, à penser déjà l'après. Comment est-ce que, auprès de ces entreprises, quand on annonce qu'on va penser l'après, on est plutôt considéré comme un extraterrestre ou comme un visionnaire? Effectivement, nous, la première chose qui a été importante, c'est déjà de protéger les équipes, s'assurer que tous nos collaborateurs puissent répondre aux dispositifs existants. Donc ça, c'était important qu'il n'y ait pas de perte de salaire ou minimiser les pertes de salaire et s'assurer que tout le monde puisse être dans des bonnes conditions et avoir beaucoup de pédagogie avec eux pour justement aussi préparer le retour. Ça, c'était important. Et le travail qu'on a fait très rapidement, ça a été tout de suite la prise de contact avec les banques, les partenaires pour pouvoir voir les solutions et tout de suite se dire les choses, ainsi que les fournisseurs et les clients pour pouvoir garder de la sérénité dans les échanges et de pouvoir clarifier les situations un petit peu au jour le jour, mais au moins que les choses puissent être mises sur le tapis.
Et ce qui nous a permis, dans un deuxième temps, une fois qu'on avait, entre guillemets, géré ces gros cailloux, petit à petit, de pouvoir commencer à se projeter justement sur l'effet rebond. Et en se disant, ben voilà, si on reprend, c'est quoi notre ambition? Où est-ce qu'on souhaite aller? De quelle manière? Et à partir de là, on va en profiter pendant cette période-là pour faire un petit peu d'innovation, pour faire un petit peu de veille, pour préparer des projets qu'on s'était mis sous le coude. Pour pouvoir alors, justement, concrètement, comment vous dynamisez vos équipes? Parce que vous ne les avez pas forcément toutes sous la main, peut-être que l'entreprise est vide en ce moment. Comment est-ce que vous gardez cette dynamique justement de penser le jour d'après, de faire de l'innovation? Comment vous les managez au quotidien, Bastien? Alors aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement on n'est pas avec les collaborateurs. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 associés, donc déjà entre associés, on se stimule les uns et les autres ensemble. Donc on garde des vrais rythmes des journées de travail. 7 heures, on est au boulot, 8 heures, c'est vidéoconférence, on fait un point des actions à mener. Et les collaborateurs, pendant ces périodes-là, demandent aussi à s'occuper. Donc déjà, on prend contact régulièrement avec eux, voire toutes les semaines. Et puis on en profite pour justement amener les sujets qui vont être traités à la rentrée, pour que inconsciemment ou consciemment, pendant cette période de confinement, ils vont pouvoir réfléchir aux actions, pouvoir réfléchir éventuellement aux thématiques. Et on le sait très bien qu'ils vont faire un petit peu de veille en parallèle, parce que ça sera les premiers à aller sur Internet pour voir ce qui se fait, ce qui se dit, pour pouvoir justement garder cette notion de réflexion tout au long du confinement, pour pas se retrouver, entre guillemets, au moment du rebond complètement à plat et devoir repartir de zéro, quoi. Donc, beaucoup de proximité, on échange beaucoup sur ce qui va se faire, sur ce qu'on souhaite faire. On fait beaucoup de retours d'expérience sur ce qu'on a fait aussi ces 6 derniers mois, en disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir justement aussi en tirer une analyse, et puis justement revoir notre business model, revoir notre fonctionnement, pour qu'au moment où il y ait ce rebond-là, qu'on puisse être le plus performant possible. Isabelle, comment vous faites, vous, aux rebondisseurs français? Parce que je pense que vos adhérents sont peut-être déjà, eux, dans une réflexion. Vous avez peut-être de nouveaux qui arrivent. Comment vous les accompagnez, justement, à réfléchir ce temps? Donc, vous avez dit, dans un premier temps, préserver la trésorerie et j'ai envie de dire, le capital et le capital financier et le capital humain. Mais là, maintenant, comment vous allez les accompagner pour, justement, réfléchir à ce temps qui va arriver, qui est le fameux jour d'après, comme on le dit depuis le début de cet échange? En fait, il y a plusieurs points qu'on est en train de mettre en place. Il y a un sujet donc avec une communauté qui existe déjà, virtuelle, un groupe de travail, où les 900 personnes qui sont adhérentes, chefs d'entreprise de tout type, échangent sur des idées, des sujets, et ils s'inspirent les uns et les autres, et nous on modère avec différentes. Donc on libère la parole en fait. Donc quelques-uns sont déjà rentrés en contact alors qu'ils se connaissaient pas forcément, mais du coup ça permet justement de sortir cette tête de l'eau entre pairs, PAIRS. Et l'autre point, on est en train de travailler avec les partenaires de l'association, des entreprises privées, parfois plus grosses en taille et plus solides en termes de trésorerie, sur des outils et des offres que je ne peux pas encore vous détailler, évidemment, très pragmatiques, qui vont justement permettre à ces chefs d'entreprise de sortir la tête de l'eau et de penser à demain. De s'ouvrir sur d'autres modèles. Fabienne, vous, la coach qui écoutez ça, vous vous dites quels sont les quelques éléments qu'on pourrait justement donner à un chef d'entreprise qui peut avoir en ce moment la tête dans le guidon? Alors soit il a la tête dans le guidon, soit il désespère, soit il déprime. Soit il désespère, ça dépend. Ou il passe par les deux. Ou il passe par les deux, oui. Comment est-ce qu'on peut lui permettre d'aller plutôt de voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide? Quels seraient les bons conseils qu'on pourrait justement donner à un chef d'entreprise qui est dans cette situation? Le premier, Bastien en a parlé, c'est de ne pas rester seul et de continuer à échanger. Alors échanger avec ses associés s'il en a, échanger avec ses collaborateurs, qu'ils soient en télétravail, qu'ils soient en chômage partiel, etc. Les gens ont besoin, on le voit très bien d'ailleurs nous à titre personnel, ont besoin de se sentir en connexion les uns les autres et de partager ce qu'ils sont en train de vivre. Donc moi, le premier conseil que je pourrais donner à un dirigeant, à la fois pour lui-même et pour ses équipes, c'est de rester en contact, de partager aussi. Alors il y a le boulot tout ce qu'a dit Bastien, c'est super, mais il y a aussi la partie émotionnelle. Le ressenti, on dire comment je me sens moi ce matin. On peut faire des visio-cafés, juste prendre le café ensemble au lieu de prendre le café tout seul devant son écran, et prendre ce temps d'échange parce que moi je suis persuadée que tout ce qui ne va pas être dit sur la partie du ressenti et de comment les gens vivent
cet instant-là, il va ressortir à un moment ou à un autre. On a des spécialistes qui parlent déjà de choc post-traumatique de personnes en Chine qui ont été confinées pendant 50 jours. Donc, il y a vraiment besoin de partager comment chacun vit ça et de le partager au retour. Je pense que peut-être un des risques, ça va être que tout le monde va vouloir repartir, on va dire, pleine balle, si j'ose dire, quand ça va redémarrer, parce qu'on va être content aussi, et puis on va avoir vraiment besoin de redémarrer le business rapidement. Et j'invite les dirigeants à prendre même un petit temps juste d'accueil déjà de la joie de se retrouver. Il faut célébrer, ça va être important, la célébration. Célébrer le retour, de partager comment chacun a vécu et voilà, comment on a fonctionné pendant ce temps-là, qu'est-ce qui était super, qu'est-ce qu'on peut retirer de cet épisode-là, parce que ça serait quand même dommage que, à la fois sur le business model, mais aussi sur le mode de fonctionnement des équipes à l'intérieur, des équipes, ou vous avec vos équipes, que vous ne bénéficiez pas de ce retour d'expérience. Donc, j'invite vraiment à prendre ce temps, même si... et ça fait le lien avec ce qu'on fait à 60 000 rebonds, où les dirigeants qu'on accompagne, effectivement, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir très vite. Et souvent, le temps de ralentir est important. Voilà. Vous me disiez Fabienne, en préparant cette émission, vous me disiez qu'il y avait une différence qui était fondamentale entre ce qui était vécu aujourd'hui et ce que vivent les entrepreneurs qui viennent frapper à la porte de 60 000 rebonds, c'est qu'il n'y aura pas de sentiment d'échec. La notion d'échec, même si on perd son entreprise, ce sera pas la faute du dirigeant. Enfin, en tout cas, le dirigeant ne s'imputera pas cette faute-là. Ça va être complètement différent la manière d'appréhender l'après. C'est-à-dire que collectivement, on est tous dans le même bateau. Donc, on est plus ou moins préparés, on a plus ou moins de trésorerie, on a plus ou moins de ressources personnelles, on a plus ou moins... Enfin, voilà. Mais effectivement, même dans les relations avec les fournisseurs, avec les banques, ça va être un peu différent quand même. Mais il n'empêche que cette partie de j'aurais dû, et si j'avais su... pourrait quand même être présente pour un dirigeant. On verra nous quand on les accueillera. Mais, Bastien, vous voulez réagir? Et c'est aussi un... Ouais, non, de toute façon, on est dans une période où on n'a pas le choix. Donc, il faut accepter. Voilà, il faut être très optimiste, même si on est un petit peu au jour le jour et on gère beaucoup d'incertitudes. Et c'est sûr que notre zone de confort et de sécurité est complètement... déstabilisé, mais alors moi je parle pas un petit peu pour nous ou pour moi, mais dans cette notion d'optimisme, justement c'est ça qui donne aussi un petit peu d'espoir pour que les choses soient aussi mieux demain. Peut-être que tout ce qui se passe en ce moment, ça va nous permettre aussi de nous ouvrir, on va dire, en termes de vision sur quelque chose de très différent pour l'avenir, sur la vision de nos entreprises, mais déjà aussi nous en tant que dirigeants, qu'est-ce qu'on souhaite, comment on envisage l'avenir. On met souvent des œillères au quotidien au niveau de notre travail, de nos familles, de notre quotidien. C'est une société qui va très vite. Peut-être qu'on doit profiter de ce moment pour pouvoir remettre tout à plat, relever la tête un petit peu, regarder en arrière ce qui a été fait et puis regarder devant ce qu'on souhaite faire pour demain, parce que je pense que ça peut amener des réflexions qui peuvent être bénéfiques pour l'avenir. Isabelle, ça vous fait réagir? C'est exactement ça. Pour être très, très honnête, moi je suis plutôt très optimiste et chez les rebondisseurs français, on l'est plutôt, ainsi que toute la communauté, on les appelle chacun les rebondisseurs d'ailleurs. Parce qu'effectivement, là, il y a l'incertitude et encore une fois, il y a une partie tête dans le guidon qu'on a tous, ce qui est normal. Mais on sait très bien que toutes les opportunités sont faites dans le mouvement. Et c'est vraiment maintenant qu'il ne faut pas s'arrêter, à l'inverse, même si tout le monde ralentit, parce qu'il y a une vraie opportunité de remettre à plat et de rediriger en fait ces entreprises, sa stratégie, soi-même, sur des directions, on va dire, plus proches de ce qui va ressembler dans 3 mois, donc être très imaginatif, en l'occurrence. Et je pense ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ce temps-là. On voit...
Non, c'est juste que je voulais rajouter que la créativité, elle a besoin d'espace en fin de compte. Dans notre cerveau, pour être créatif, on a besoin d'avoir de la bande passante, quoi. Donc c'est une opportunité de liberté, peut-être un peu de bande passante pour justement réinventer la manière qu'on a envie de vivre en tant que dirigeant, comme on disait tout à l'heure, et son entreprise. Et de garder à la fois le contact dans le présent, aujourd'hui, comment on vit les choses, et de tourner le regard vers demain, ça me paraît essentiel, d'avoir les deux. On voit bien l'importance des réseaux, hein, parce que 60 000 rebonds, les rebondisseurs français, vous-même, Bastien, vous êtes membre du CJD. Un entrepreneur qui serait un peu seul, qui n'aurait pas ces réseaux, j'en connais pas beaucoup, mais il peut y en avoir. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces entrepreneurs qui n'ont pas de réseau d'aller dans cette période où justement ils en auraient besoin? Oui, il faut beaucoup communiquer en ce moment. Parce qu'il ne faut pas laisser justement les incertitudes ou le pessimisme prendre le dessus, parce que pour moi, la différence, elle sera dans le leadership de chaque personne. C'est-à-dire que ce sera l'énergie à pouvoir justement redémarrer. Il ne faut pas s'isoler, il faut communiquer. Moi, j'ai bien aimé cette notion d'échanger avant, pendant, après, pour pas qu'il y ait de frustration, pour pas qu'à un moment donné, ça ressorte et que ça ressorte pas forcément comme il le faut. C'est là, on n'en a pas le choix et surtout, voilà. Mais le dirigeant qui est seul, vers qui il peut se tourner aujourd'hui? Celui qui est là, qui dit moi je suis tout seul, qui n'a pas de réseau. Aujourd'hui, il y a quand même, il y a tous les déjà. Chaque profession a un syndicat. On est regroupé par des. Il y a beaucoup de choses qui existent. Voilà, que ce soit surtout sur le territoire régional, les CPME, les CJD, aujourd'hui. Puis je dirais aujourd'hui, il n'y a plus de règles en fait. Un dirigeant qui en appelle un autre, même si on ne se connaît pas, et on aura un temps d'échange par rapport à la situation exceptionnelle qu'on vit. Moi, demain, un dirigeant que je ne connais pas m'appelle parce qu'il a une problématique, il a simplement envie de parler. Dans ce contexte actuel, je prendrai 1 ou 2 heures facilement avec lui, si ça lui permet justement de pouvoir partager. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre son téléphone, regarder un petit peu son réseau, des gens qui nous influencent positivement ou des syndicats ou des groupements d'entreprises. Les réseaux sociaux tels que LinkedIn, il y a beaucoup de choses qui sont diffusées en ce moment. Fabienne, c'est ce que vous vouliez dire? C'est ce que j'allais dire, Patrick. En fait, c'est à l'heure en 2020, en fait, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'internet partout. Même si on n'a pas l'habitude de faire partie d'un réseau physique, ce qui peut se comprendre pour plein de raisons. Aujourd'hui, en tapant sans faire de publicité, sur un moteur de recherche, avec des mots-clés, on peut trouver facilement, en fait, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, ou même sur juste un moteur de recherche, des numéros de téléphone, des réseaux professionnels de pairs PAIRS. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, tout le monde est prêt à répondre. Il y a une vraie solidarité qui est en train de se mettre en place. Oui, et puis j'ai envie de dire, Isabelle. c'est un peu... non, c'est Fabienne. Mais... Pardon, Fabienne. C'est pas grave. C'est un peu à l'image de ce qu'on vit au niveau personnel, c'est que ça resserre les liens avec ses voisins. De l'entraide, tout simple. Ça peut être les commerçants qui n'ont pas forcément l'habitude d'échanger dans la même rue. Voilà, prendre son téléphone, d'appeler le fleuriste d'à côté parce que peut-être que voilà, ça va faire du bien aussi d'échanger. Et il y a aussi ce contact de réseau local vraiment issu, vous voyez. Le circuit court du réseau. Le circuit court du réseau, ouais, tout à fait. Vrai. C'est des gens qu'on croise souvent tous les jours, ou des gens qui bossent dans des centres d'affaires. Il y a plein de gens qui se croisent continuellement et qui ne se connaissent pas. Donc c'est aussi peut-être l'occasion de se dire, tiens, on se connaît pas, on se dit bonjour tous les jours, et vous, comment vous vivez ça, quoi. Eh bien justement, comment on vit ça? On vit ça aussi parce que l'on peut aider les uns et les autres. Et on va tout de suite retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit du docteur Lamo, le cofondateur et fondateur de l'application SauveLife, une application qui permet de mettre en relation des secouristes avec des personnes en détresse. Et on va voir justement comment cette application peut s'appliquer à cette situation de crise épidémique. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, on est avec le docteur Lamo. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous avait reçu il y a quelques mois pour une émission sur la désertification médicale. On avait parlé de votre application absolument géniale qui s'appelle SauveLife, une application qui a pour vocation de mobiliser en fait
au plus près de chez nous les secouristes, les personnes qui peuvent apporter aux personnes en détresse un service immédiat, un secours immédiat. C'est ça l'idée de Sauve Life au départ, Dr Lameau? L'idée de Sauve Life, exactement, c'est créer une communauté de citoyens qui viennent intervenir pour aider les secours le temps qu'ils arrivent pour sauver une vie avant leur arrivée. Et tout le monde peut s'inscrire dessus, professionnel ou non, formé ou non, tout le monde peut y agir puisqu'on est tous des citoyens. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui regroupe combien d'inscrits en termes de secouristes, de personnes volontaires désireuses de sauver la vie des autres? On approche les 400 000 là, actuellement. Je crois qu'on est autour de 390 000 personnes. Ça ne cesse d'augmenter de citoyens. C'est vraiment tout le monde qui s'inscrit sur cette plateforme. Alors, bien évidemment, si je vous passe ce coup de fil, Dr Lameau, c'est parce qu'il y a une actualité. Cette actualité, on la vit tous chez nous, confinés. Et pourtant, Sauve Life peut permettre de venir en aide, de venir soulager peut-être les soignants. Quel est l'objectif que vous vous êtes donné pour accompagner cette crise d'épidémie de Covid-19, Dr Lameau? Alors, en fait, Sauve Life s'est adapté à la situation. Le premier point, il était une aide à la régulation médicale par plusieurs systèmes, puisque nous avons l'avantage d'être diffusés dans beaucoup de SAMU et à disposition de tous les SAMU en France. Et donc, on s'était dit, on a une plateforme, on a des technologies, est-ce qu'on peut en faire bénéficier dans le terme de cette crise? La première chose, par exemple, qu'on a faite est de mettre à la disposition de tous les SAMU de la visioconférence pour évaluer les gens quand vous restez chez vous, vous êtes malade, et ben pour savoir si vous allez bien, le médecin régulateur va pouvoir vous voir, que vous ayez ou pas une application, juste via un SMS. Donc ça, on s'en sert depuis plusieurs semaines maintenant, dans plusieurs SAMU, et ça permet de résoudre le problème. La dernière chose là qu'on est en train de sortir probablement en fin de semaine, ce sont des scooters qui vont permettre d'aller chez les gens pour évaluer comment ils vont et surtout prendre ce qu'on appelle une saturation, le pourcentage d'oxygène qu'on a dans le sang pour prendre une décision en régulation médicale de faut-il aller à l'hôpital ou non. Alors les personnes qui seront appelées à être munies de ces scooters pour aller chez les gens, c'est pareil, c'est n'importe quel citoyen, c'est la personne qui est en train de nous écouter aujourd'hui, si elle souhaite s'inscrire et devenir un de ces voltigeurs de l'oxygène. Ce ne sera pas des voltigeurs, hein. Ils seront très précautionneux sur leur scooter. Le but n'est pas qu'ils aient un accident. Non, l'objectif étant qu'ils puissent réagir rapidement. Quand je parlais de voltigeurs, qu'ils agissent rapidement. C'est ouvert à tout à chacun ou il faut quand même avoir quelques connaissances? Non, là on n'est pas tout à fait dans le même concept. On est vraiment sur des gens qui ont une formation initiale, qu'elle soit sanitaire, c'est-à-dire médecins, infirmiers, étudiants en médecine ou paramédicaux, bien évidemment, ou des gens qui sont déjà des secouristes confirmés, qui ont des diplômes, qui font déjà du secourisme, des pompiers volontaires, des choses comme ça, qui peuvent accéder à cette fonction, entre guillemets, et évidemment, qu'ils soient, alors s'ils sont motards, c'est encore mieux, ou au moins titulaires du permis voiture, ils auront une formation accessoire. Qu'est-ce qui vous manque dans ce déploiement, Dr Lameau, pour le lancer, là ? Alors aujourd'hui, on est sur la finalisation, c'est-à-dire former les équipiers, retrouver donc des personnes volontaires pour faire ça et les former de manière active, les équiper, et une dernière autorisation, on va dire, organisationnelle pour avoir le droit d'agir. Au-delà du déploiement de ces scooters qui vont aller prendre l'oxygène, comment est-ce qu'aujourd'hui Sauve Life peut aussi accompagner cette épidémie de Covid-19 ? Aujourd'hui, Sauve Life, elle a mis en place dans les régulations des SAMU, puisqu'on est présent quand même dans la moitié des SAMU en France, et tous les autres SAMU qui n'ont pas encore Sauve Life peuvent y avoir accès via l'informatique, des systèmes d'aide à la régulation. Le principal qu'on a mis en place, c'est de mettre en place une visioconférence, que vous ayez d'ailleurs l'application Sauve Life ou pas. Le SAMU va vous envoyer un SMS, vous appuyez dessus, et le médecin régulateur va pouvoir vous voir et donc évaluer au mieux le besoin d'hospitalisation ou le moyen de transport pour aller à l'hôpital que vous nécessitez. Merci docteur. Donc on peut télécharger cette application Sauve Life. Il faut la télécharger sur l'ensemble des smartphones, surtout quand on est confiné, qu'on est seul. Il faut la télécharger de manière générale puisque vous pourrez aider à sauver une vie à un moment ou à un autre pendant la crise et surtout après la crise. Merci beaucoup docteur Lameau d'avoir été notre invité. Nous, on clôt cette émission. Bonne continuation et puis n'hésitez pas à nous faire signe si on peut vous aider. On le fera avec grand plaisir. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. L'écho des solutions, RCF.
On arrive déjà au terme de notre échange, ça va très très vite, on aurait aimé pouvoir le poursuivre un petit peu plus longtemps. J'avais une question, Bastien, mais peut-être que je peux poser à tous les trois. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, Bastien, chez vos collaborateurs depuis une semaine que vous êtes en confinement, dans leur manière, dans leur attachement à l'entreprise, dans leur attachement à leur travail? Est-ce que vous avez découvert des choses déjà? Oui, moi ce qui en ressort, c'est principalement leur niveau d'engagement. Parce qu'on voit qu'il y a de l'inquiétude sur l'activité, sur l'entreprise, et qu'il y a une vraie volonté aussi à pouvoir reprendre le travail très rapidement. Et puis, je reçois des petits SMS où des fois il y avait des petits coups de gueule ou des petits comment dirais-je, des petits râlements du quotidien. Et aujourd'hui, on se chambre avec en disant que ça nous manque presque de ne pas pouvoir, entre guillemets, se râler les uns ou sur les autres par rapport à différentes tâches ou missions. Donc on voit qu'on se plaint dans un quotidien quand tout va bien, mais on s'aperçoit qu'on a un gros manque quand tout va mal. C'est ça, exactement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. On aurait aimé en savoir encore un peu plus, mais n'hésitez pas à partager cette émission. Elle est malheureusement pas diffusée sur les réseaux hertziens parce que RCF a repensé sa grille pour être au plus proche de tous les auditeurs, mais on peut le partager bien évidemment sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut faire du bien. On se retrouve nous la semaine prochaine, c'est pour un presse club des journalistes de Solutions et on va en avoir des choses à se dire. Vous pouvez retrouver aussi un très bon document sur BPI France qui justement vous aide à préparer l'après. Je suis tombé dessus juste avant l'enregistrement. Je vous invite à aller le voir. Il est très très bien fait, remarquablement bien fait. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous les trois et merci et bon courage à chacun et portez-vous bien. Prenez soin de vous et surtout ne sortez pas. Prenez soin aussi de nous autres. À bientôt. Au revoir. Au revoir.